On commence notre activité de découverte par une table ronde sur la douleur avec 3 intervenantes. Donc, il y a une première, Béatrice, vous la connaissez maintenant. Et on a aussi Fabienne Conary et Patrice Ferrari. Vous allez peut-être vous présenter vous-même. Donc, mon nom, c'est Béatrice Leloutre. J'ai une formation de médecin. Et je m'intéresse depuis de très très nombreuses années à une approche dite intégrative autour de la santé, donc évidemment la prévention en santé, mais aussi le retour en santé avec une médecine plus personnalisée et qui inclut une complémentarité avec aussi des techniques dites non médicamenteuses. Donc, je me suis formée à quelques-unes de ces techniques et je les pratique, mais voilà, je m'intéresse à plus large que celles pour lesquelles je suis formée. Bonjour à tous, Fabienne Cournary. Donc moi, je suis pharmacien de formation, ancien interne et docteur en sciences pharmaceutiques. Je dirais que je suis engagée depuis près de 25 ans dans l'innovation santé, avec un parcours allant de la recherche et développement pour évoluer plutôt vers des actions de communication en relations publiques, un parcours transdisciplinaire et transsectoriel, puisque j'ai travaillé en santé humaine et en santé animale, qui m'a amené à développer une vision globale de la santé et de ses enjeux. Et aujourd'hui, je suis engagée comme outre en santé intégrative, aussi de par mon parcours personnel dont je vais vous parler par la suite. Et je suis aujourd'hui administratrice d'une société savante qui travaille sur les interventions non médicamenteuses. Bonjour tout le monde, je suis Patricia Ferrari, j'ai 61 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis médecin à l'hôpital de Nice et je suis en parcours de soins depuis 2014 suite à une anomalie congénitale que j'ai sur une vertèbre et qui m'a pourri la vie, toute ma vie, pour lequel j'ai été opérée en 2017 et donc j'ai eu une triple arthrodèse lombo-sacrée, on m'a enlevé de l'os, on m'a fait une greffe osseuse et j'ai un demi-kilo de tige et de vis et titane dans la colonne vertébrale. Mais comme vous le comprenez, mes nerfs sciatiques, cruraux, etc., donc des 2 jambes ont été comprimés toute ma vie, soit 55 ans avant l'intervention, et j'ai une dénervation chronique. Donc, je suis là pour vous parler de mon retour d'expérience sur tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, parce que j'ai tout testé ou presque, voire plus, des expériences positives, parce que heureusement, il y a des expériences positives et des expériences négatives, parce que oui. Alors moi, j'ai une particularité. Je ne supporte pas certains antalgiques, c'est-à-dire sortis de l'aspirine et du Doliprane, je n'ai pas d'autre arsenal thérapeutique, je ne supporte aucun morphinique et donc j'ai bien dû essayer autre chose et notamment autre chose que des médicaments. Et c'est de ça dont je vais vous parler, je veux vous dédramatiser tout ça et vous expliquer que ça marche très bien. La preuve, c'est que je suis là, que je remarche normalement, ce qui n'était pas mon cas il y a quelques années. Et voilà, et je suis prête à répondre à toutes vos questions à ce sujet. Bonjour, alors très rapidement, je m'appelle François Forisson, je travaille sur des formations à destination des associations depuis de nombreuses années avec Marion. Et par ailleurs, il se fait que je suis pharmacologue, donc je me suis un petit peu intéressé aux médicaments. Mais on va peut-être commencer tout de suite. Alors, la table ronde n'est pas centrée sur les médicaments, ça vous l'avez plutôt compris. Elle n'est pas non plus centrée contre forcément les médicaments, mais sur d'autres approches. Et une façon d'envisager cette approche, plutôt que de se centrer juste sur une approche en disant c'est la meilleure, c'est d'essayer de voir comment ça se passe plutôt globalement. Et je pense que Fabienne va nous en parler, d'une approche globale de santé. Alors, les approches globales de santé, c'est ce qu'on a déjà évoqué, c'est ce terme de santé intégrative. Le concept, c'est de prendre le meilleur de la médecine conventionnelle et de le combiner avec le meilleur de l'ensemble de ces autres thérapies qu'on peut appeler complémentaires. Enfin, il y a une centaine de mots pour nommer ces pratiques. Médecine douce, donc thérapie complémentaire, médecine complémentaire, etc. Mais on n'est pas dans la médecine alternative. Alternative veut dire de refuser ces approches médicamenteuses et la médecine conventionnelle. On est vraiment dans la combinaison de l'ensemble. Pourquoi ?
parce que la santé est la résultante de différents déterminants. Et quand on regarde la définition de la santé telle qu'elle est définie par l'OMS, c'est un état complet de bien-être qui va au-delà de l'absence de maladie. Et c'est vrai que dans notre société industrialisée, notre port d'entrée vers la santé est beaucoup la médecine, mais au-delà de la médecine, il y a toutes sortes d'autres actions, et d'ailleurs Béatrice Leloutre les a présentées tout à l'heure, au niveau nutritionnel, au niveau de l'activité physique. Les déterminants sociaux et environnementaux sont très très importants. Et cette approche globale de santé, c'est aussi mettre le patient au centre de son processus de guérison. On va peut-être y revenir tout à l'heure parce que je présenterai également mon parcours. Et c'est cette alliance thérapeutique avec le médecin ou ses autres praticiens. Enfin, la santé intégrative, ce n'est pas d'additionner des pratiques ou des techniques, mais c'est de cette transdisciplinarité. Transdisciplinarité, ça veut dire superposer, ça veut dire qu'il y a une coordination entre les différents thérapeutes, entre les différentes pratiques. Et aujourd'hui, la santé numérique peut être un excellent outil pour justement coordonner l'ensemble de ces pratiques. Voilà en quelques mots résumé ce que je peux vous dire de cette approche globale qui est vraiment une approche de concertation et de coordination entre le patient, différents thérapeutes qui peuvent être médecins ou autres. Je pourrais juste rajouter un mot sur cette nécessité dont tu parles de coordination. Parce que ce que j'entends, moi, des patients qui ont eu des problèmes voilà, de santé, de douleurs chroniques, c'est qu'en fait, ils se retrouvent un peu seuls et ils vont piocher tout seuls, consommer, je dirais, alors un peu l'ostéopathie, un peu telle technique. Enfin, ils essayent un peu de chercher dans différents domaines, mais souvent tout seuls. Alors après, tout ce parcours, ils ont acquis une véritable expertise en général de ce qui finalement a marché, n'a pas marché, on en parlera. Mais je pense que là, il y a vraiment un enjeu de développer aussi cette coordination dont tu parlais, que le patient puisse voilà, exprimer lui en fonction de ce qu'il connaît de son corps, de son histoire, de ce qui l'attire ou pas aussi. Hein. Je prends l'exemple des massages, il y a des gens qui vont adorer ça, il y a des gens qui détestent qu'on les touche. Donc on ne va pas proposer des massages à tout le monde, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait ce temps, et c'est là où ça prend du temps, puisque vous savez que le temps, c'est de l'argent, et qu'on nous demande maintenant de faire des consultations en 10 minutes, et si possible même moins. Donc là, c'est pas jouable dans cette vision intégrative. Il faut des consultations longues, où on peut passer du temps à voir ce qui va faire du bien, à co-construire ce parcours, à envisager toutes les pistes possibles pour agir à tous ces niveaux. Donc, on a abordé tout à l'heure des zones qui génèrent la douleur ou qui l'amplifient. Et voilà, donc la coordination me paraît un enjeu important, et de former du coup les soignants aussi à ça, parce qu'on n'est pas formé à ça. Vous savez qu'on est dans une médecine où voilà, on est chacun un peu dans notre spécialité, et c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de la communication. Dans toute cette richesse des approches alors complémentaires, j'ai beaucoup aimé la différence entre complémentaire et alternatif. Hein, c'est vraiment le fait que ça puisse s'additionner, qu'il puisse y avoir des synergies, plutôt que dire la médecine occidentale ne marchera jamais, ne marche pas, et les seules choses qui sont bonnes, c'est le reste. C'est un petit peu une vision un petit peu comment étriquée peut-être. Juste une petite notion que je voulais préciser, parce que je vais vous parler de ma douleur. Et j'aime pas trop quand on parle de la douleur, parce que c'est pas possible. La douleur, c'est un état, mais chacun a sa propre douleur et chacun a sa propre manière de la ressentir. Tout dépend de l'environnement du jour qu'il fait, la température qu'il fait, si votre mari il était gentil avec vous ce jour-là ou pas, si vous avez dû aller faire les courses ou pas. Il y a beaucoup de choses qui influent sur la douleur. Et moi, je suis médecin, j'ai fait beaucoup de recherches cliniques, et j'ai voulu tester, j'ai voulu être un de ces patients qu'on rentre dans un protocole
Et j'ai voulu faire ça parce que j'ai voulu très rapidement, comme je suis intolérante à énormément de médicaments, essayer de trouver autre chose. Après, j'ai un rapport à la douleur très particulier. Il y a des moments où il faut garder un peu de douleur. Moi, je faisais des semi-marathons. Et j'ai un périmètre de marche à l'heure actuelle de 800 mètres à 1 km les grands jours. C'est-à-dire qu'à partir de 800 mètres, je commence à avoir une faiblesse dans les jambes, je commence à avoir mal. Bon, alors il y a des jours où j'écoute ma douleur et je m'arrête. Et il faut écouter sa douleur. Et vous avez le droit d'écouter votre douleur. Et puis il y a des jours où je me dis non, c'est pas possible. Je courais 21 km et là, je marche 800 mètres et j'ai mal. Et je me force à continuer. Le soir, j'en paye le prix. Mais quelquefois, je me suis dit, oui, mais tu vois, tu as pu aller voir ça. Je suis allée voir un lever de soleil sur la promenade parce que j'ai continué à marcher un peu. Voilà. Vous avez tout à fait le droit aussi d'accepter votre douleur et de dire non, c'est un seuil douloureux, je l'accepte. Je m'arrête là. C'est difficile à accepter. Je suis en psychothérapie quand même, hein, j'ai un antidépresseur matin et soir parce que malgré tout, j'ai arrêté toute mon activité professionnelle du jour au lendemain, c'est-à-dire que le vendredi 13 juillet, j'étais à l'hôpital et à 13h30, on m'a dit tu arrêtes. Donc voilà, j'étais responsable de 3 unités de laboratoire à l'hôpital, j'étais responsable du laboratoire d'hormonologie et du laboratoire d'urgence de biochimie. Et du jour au lendemain, plus rien. C'était pas comme ça que j'envisageais de finir ma carrière. J'étais une super héroïne à la maison, je faisais tout sans demander de l'aide à personne. Et puis du jour au lendemain, c'est moi qui demande de l'aide. Et ça, il faut que l'entourage le comprenne aussi. À un moment donné, ils sont compatissants avec vous. Quand le premier matin où je me suis levée, je n'arrivais plus à marcher, mon mari, il est médecin et j'ai une fille oncologue. De voir maman comme ça, qui se tenait à la rampe pour monter les escaliers, qui marchait comme Robocop, ça a été très compliqué. Ils ont souffert avec moi. Ils m'ont vu revenir avec mon joli corset tout orné de papillons et maman, elle remarchait. Et elle était dans la maison, je pouvais cuisiner, j'étais debout. Ben voilà quoi. Pourquoi tu te plains? Mais on t'a opéré, donc ça va mieux. C'est difficile, après 3 ans de rééducation, de dire que ça ne va pas. Donc voilà. Et puis, je suis médecin. Et il y a une notion aussi, et je suis entourée de médecins, qu'il faut avoir, c'est que je pense que la douleur, pour un médecin, quand on arrive et qu'on dit qu'on a mal, et malgré tout ce qu'il fait, il est impuissant, ce qu'on disait tout à l'heure, à guérir de la douleur, c'est vraiment un échec. Pour beaucoup, je pense que, hein, Jean-Michel, je sais que voilà, on a partagé les couloirs de l'hôpital de l'Archer il y a quelques années. On n'est pas formé à ça. On nous apprend qu'on est là pour soigner, pour guérir, mais on n'est pas formé à nous dire, jusqu'à l'heure actuelle, hein, parce que ma fille qui est médecin, elle était médecin, elle a fait ses études il n'y a pas très longtemps. Nous ne sommes pas formés à accepter cet échec-là. C'est vraiment un échec. Et donc, il faut aussi accepter cet échec, mais il faut aussi envisager les autres thérapeutiques. Alors, je vous donne mon exemple. Quand j'ai été opérée la première fois de mon arthrodèse, on m'a prévenu, on m'a dit, tu dois faire ci, tu ne pourras plus faire ça, tu vas avoir très mal et tout. Et je leur ai dit, non mais attendez, pas de morphinique, pas d'acupant, pas de tout ça, rien, pas de droleptan, rien, pas de morphinique. Et moi, j'ai commencé, donc bien avant, à faire de l'hypnose. Et je leur ai dit, je me gère avec l'hypnose. On m'a dit, il est hors de question, ça ne va pas, mais tu ne te rends pas compte. J'ai dit, si, je me rends très bien compte, je sais, mais je me gère avec l'hypnose. Donc, j'ai commencé à faire de l'hypnose 6 mois avant l'intervention. J'ai commencé à apprendre à faire de l'auto-hypnose. Et j'y croyais. Et donc, j'avais fait déjà 50% de la démarche, que d'y croire. J'avais ouvert mon esprit à ça. Je n'en avais jamais fait. Bon, je sais qu'il y avait un centre à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital, je connaissais le médecin. Donc, voilà, je suis suivie, comme on disait, il faut un groupe de médecins. Je suis suivie par un rhumatologue parce que j'ai une maladie chronique, hein, sinon ce n'était pas drôle non plus, hein, en plus de tout ça, à localisation évidemment articulaire. J'ai un neurochirurgien, j'ai un médecin de la douleur, j'ai un rééducateur. Je suis une patiente comme une autre. Je ne suis pas un médecin patient. Je ne suis pas non plus une patiente médecin, je suis une patiente comme une autre. Donc, j'ai fait mon hypnose. Et je suis sortie de là. J'étais en phase algique, hein, j'étais en phase douloureuse puisque j'attendais mon intervention. J'avais une ceinture lombaire avec un renfort. Enfin, sortie de là, j'étais transfigurée, vraiment. Et j'ai marié mon fils.
Et je faisais mes séances d'hypnose 2 fois par semaine et j'ai appris à me faire de l'auto-hypnose. Et donc, c'est un outil que j'ai découvert et j'étais capable d'arriver seule à maîtriser ma douleur. J'ai essayé plusieurs techniques puisque j'aime bien tester des choses. Donc, j'essayais de faire de la méditation, j'en faisais déjà un peu. J'ai fait également de l'EFT, qui est l'Emotional Free Technique. C'est une autre manière de gérer et d'entrer en hypnose, en fait. C'est une autre manière d'ouvrir votre cerveau. Et pensez-y, à un moment donné, on dit tous, je ne pense plus qu'à ça. Quand vous en arrivez là, que vous vous dites, je ne pense plus qu'à ça, à votre douleur, effectivement, vous avez la moitié de la réponse. Il faut essayer de penser à autre chose. Et avec l'hypnose, j'ai réussi non seulement à avoir une action sur ma douleur, mais à déplacer effectivement mon cerveau sur autre chose de gratifiant, autre chose de joyeux. J'ai vertige. Grâce à l'hypnose, j'ai décollé en montgolfière. J'avais tellement mal. Là-haut, quand j'étais dans ma montgolfière, j'étais en séance d'hypnose, je vous jure que c'est vrai, j'étais tellement bien que je ne voulais plus redescendre. Et l'avantage que vous avez avec l'hypnose, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que la sensation, je fais de l'hormone, pour moi, tout est hormone dans la vie, je suis hormonologiste, voilà, tout est hormone dans la vie. Quand vous êtes comme ça, vous êtes tellement bien, vous êtes en état de béatitude, que vous libérez des bonnes hormones. Vous libérez de l'ocytocine, vous diminuez le cortisol, qui est une hormone de stress, vous libérez les bonnes hormones. On le sait, c'est prouvé, il y a des études. On agit sur nos sécrétions hormonales. Donc, non seulement vous êtes bien, ça perdure dans le temps. Vous n'êtes pas bien sur l'instant et quand vous sortez, vous avez fermé la porte du cabinet, vous n'êtes pas bien. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes bien pendant plusieurs heures après. Et surtout, vous apprenez très vite à faire de l'auto-hypnose et vous pouvez vous faire de l'auto-hypnose tout seul. Cette nuit, j'avais très, très mal au dos. Je vous expliquerai pourquoi. Je n'en pouvais plus, j'arrive plus à dormir. Je dors avec un coussin de positionnement latéral parce que je ne peux plus dormir ni à plat ni sur le côté gauche. Donc, j'ai un gros traversin. Mais j'avais tellement mal malgré tout ça. Et à un moment donné, je me suis partie dans ma petite séance d'hypnose et je me suis endormie. Et ce matin, je me suis réveillée et j'ai pu démarrer comme ça, voilà, sans boitiller, etc. Et donc, voilà. Non, c'est pas comme ça. Non, je veux dire, c'est une bonne nouvelle Oui, de voir que ça marche. Voilà. Là, c'est vraiment intéressant de voir à quel point on a besoin d'une approche générale parce que tout le monde, les gens sont différents, qu'il faut s'occuper de tout le monde, et en même temps, à quel point l'expérience est individuelle et mérite d'être racontée en tant que comment ça s'est produit, comment ça s'est fait. Et alors là, je voudrais voir si on pourrait pas avoir juste un rebond inverse et que l'une ou l'autre, vous nous puissiez nous citer en fait un certain nombre d'approches différentes. Tu avais commencé, Béatrice, avec ta diapositive où il y en avait la diversité. Et Fabienne, tu pourras peut-être nous expliquer en quoi elles peuvent fonctionner ensemble dans une approche holistique. Moi, je ne vais pas aller sur le détail des thérapies, ce n'est pas ma spécialité. Je peux vous présenter ce qu'on appelle, après intervention non médicamenteuse, comment on les valide scientifiquement. Mais si pour aller dans le détail des thérapies, c'est peut-être plus Béatrice. Ce sur quoi je voulais juste rebondir, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup. Alors, bien sûr, les classiques et les validés, parce qu'il y a toujours le souci, et ça, Fabienne vous en parlera, c'est qu'il y a des techniques qui sont vraiment validées avec des études, encadrées, etc. Et puis, il y a un certain nombre de techniques qui, sans doute, pour un certain nombre, sont très utiles, mais pour lesquelles il n'y a pas encore de validation scientifique. Et vous savez que le monde médical est très inquiet dès que on va vers ces techniques-là en disant il n'y a pas de preuves, c'est dangereux, etc., etc. Donc c'est vraiment un vrai problème sur lequel travaillent beaucoup de gens et dont cette société savante qui est intéressante, parce qu'elle essaye de monter des études appropriées à ces techniques personnalisées et qui voilà, et puis on en reparlera peut-être aussi, le fait de trouver des thérapeutes pour ces techniques qui soient eux-mêmes voilà, éthiquement fiables, bien formés, voilà, parce que pour l'instant c'est pas très encadré en France, on peut faire un week-end de formation en hypnose et s'installer hypnothérapeute. Enfin, je donne un exemple, mais voilà. Donc il faut aussi tout ça, c'est quand même, il faut quand même l'aborder. Et moi, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est cette notion de compétences que vous pouvez acquérir. Et je trouve ça fabuleux que même quand on a 50, 60, 70 ans, on peut encore
acquérir des compétences en étant guidé. Donc là, on parlait de l'hypnose. Moi, je connais bien en méditation. Dans mes groupes, j'ai des gens qui ont 80 ans et qui, au bout de 8 séances, sont transformés déjà. C'est assez fabuleux parce qu'on a des capacités qu'on peut voilà, amplifier, découvrir, etc. Donc ça, c'est quand même encourageant. On n'est pas que figé, victime, bloqué dans un problème de santé. Voilà. Alors, je peux peut-être justement rebondir là-dessus et vous parler du parcours avant d'arriver dans le détail des validations scientifiques de ces zoothérapies. Donc, le parcours est un peu différent du autre, mais c'est un peu cette même prise de conscience, puisque à la base, je suis professionnelle de santé, pharmacien. J'ai démarré des études de pharmacie parce que j'avais envie de comprendre comment fonctionnait, quel était le mécanisme d'action des médicaments sur le corps. C'était vraiment, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Mon chemin de vie est motivé et animé par ce fait de comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Et en parallèle de ça, depuis que j'ai 20 ans, j'étais assez sportive, j'ai commencé à me blesser en pratiquant différentes activités sportives et je ne guérissais pas. À la base, j'ai eu une balle skiant qui a été mal soignée. J'ai pas pu marcher pendant de nombreuses années. Donc, j'ai commencé à développer des douleurs chroniques et une croyance aussi que mon corps n'arrivait pas à guérir. J'ai changé d'activité sportive parce que j'avais besoin d'activité physique et à chaque fois, je me blessais et j'entretenais cette douleur. Donc, la douleur devenait chronique. J'ai commencé à développer une attitude mentale très négative avec cette croyance que je guérissais pas, avec cette douleur, avec le fait que je n'arrivais plus à rien faire. Je me sentais dépossédée de ma vie. Et ça, c'était un sentiment terrible que certainement vous connaissez. Et j'ai commencé, donc j'ai été médicalisée. Je suis vraiment dans la science, dans la pharmacie. Donc, je me suis tournée fortement vers la médecine conventionnelle. J'ai consulté les meilleurs spécialistes. J'ai fait beaucoup d'examens. Et il y avait une différence très importante entre l'impotence fonctionnelle que je ressentais et les examens cliniques qui montraient des lésions pas très importantes. Donc, au bout de plusieurs années, ce parcours a duré 20 ans. Donc, au bout de quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres thérapies, on va dire, on va les appeler thérapies complémentaires. J'ai essayé beaucoup d'approches différentes. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer une thérapeute qui m'a parlé d'une technique basée, qu'on appelle l'intelligence du cœur, en fait, qui est dérivée de la cohérence cardiaque. Et ce qui m'a plu, c'est qu'elle m'a dit que cette technique était utilisée par les militaires pour les préparer au combat. Et ça m'a interpellée parce que c'est vrai que les militaires sont en avance sur beaucoup d'approches. La recherche militaire est vraiment à la pointe et très en avance. Donc, j'ai commencé à utiliser cette technique qui est un peu une technique méditative. Et il est vrai qu'au bout de plusieurs semaines, j'ai commencé à avoir des améliorations significatives. En parallèle, il y a eu un premier voyage au Népal. Il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Il y a eu d'autres voyages, puis des voyages en Inde. Je suis allée explorer le Ladakh. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une région un peu confidentielle entre le Tibet et le Pakistan. Donc, j'ai commencé à pratiquer la méditation sous différentes formes et j'ai vu une amélioration très, très importante de ma condition physique et donc de ma condition mentale. Et comme je vous le disais, mon parcours de vie est animé par le fait de vouloir comprendre. Donc, j'ai fait un diplôme universitaire de méditation, de mindfulness, donc cette fameuse méditation pleine conscience, pour comprendre quels étaient ces liens entre le corps et l'esprit. Et j'ai compris. Il y a en effet, et c'est tout ce que Béatrice Lout nous a présenté tout à l'heure, des voies de signalisation entre le cerveau jusqu'à notre système immunitaire. La méditation permet donc agir sur les différentes aires cérébrales
et va diminuer l'axe du stress, donc qui est lié à notre système immunitaire. Et en ce qui me concerne, dans mon expérience, je pense que la méditation a été salutaire pour transformer mon attitude mentale. Donc aujourd'hui, mon attitude mentale est complètement différente. Aujourd'hui, quand j'ai mal, je ne souffre plus et je ne ressens plus ces douleurs telles que j'ai pu les ressentir avant. Et non seulement j'ai plus cette sensation importante, mais j'ai pu reprendre une activité physique au niveau auquel j'étais auparavant. Aujourd'hui, je suis capable de faire des treks en haute altitude, donc dans l'Himalaya. J'ai fait des treks toute seule en portant mon sac à dos, ce qui n'était pas possible parce que j'ai eu différentes blessures aux épaules, au dos et aux genoux. Donc aujourd'hui, je m'estime guérie, même si bien sûr, si je fais une activité physique trop importante, je vais ressentir ces douleurs, mais je suis capable de gérer ce niveau d'activité et de douleur conséquente. Et donc dans mon expérience, c'est la méditation avec ce changement d'attitude mentale. Et finalement, j'ai passé 20 ans à chercher à l'extérieur une solution qui, je pense, aujourd'hui était à l'intérieur de moi. Parce que j'en suis arrivée à la conclusion que beaucoup de dysfonctionnements que nous avons, et notamment cette perception très importante de la douleur, est la conséquence d'émotions qui ne sont pas contrôlées. Et c'est tout ce que, encore une fois, Béatrice nous a présenté tout à l'heure. Il est possible soi-même de contrôler ce processus à l'intérieur. Et c'est un petit peu ce message que je souhaiterais faire passer. Évidemment, en fonction des pathologies, les niveaux de douleur sont différents. Et dans mon cas, c'est quelque chose qui a été facilement gérable, même si ce parcours a pris 20 ans. 20 ans, c'est beaucoup dans une vie. Mais aujourd'hui, j'ai repris le contrôle de ma vie, de ma santé, tout en lâchant prise. J'ai aussi accepté ces douleurs, j'ai accepté qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Et cela m'a permis d'être dans un état d'équilibre personnel. Donc aujourd'hui, je suis parfaitement épanouie dans ce nouvel équilibre. Et donc ce parcours personnel me permet aussi, et est à la confluence avec mon parcours professionnel, puisque je suis professionnelle de santé. Aujourd'hui, je souhaite faire donc le lien entre cet écosystème de la médecine conventionnelle et cet autre écosystème de santé intégrative, donc qui s'occupe de l'individu dans sa globalité, pour allier les deux, parce que il n'y a pas une solution. La solution, elle est globale, elle est multiple, en fonction de la pathologie, en fonction de l'individu, en fonction de ses croyances. La solution, elle est dans la co-construction. Donc aujourd'hui, je suis, je dirais, entrepreneur en innovation santé, essayant de faire le lien entre ces univers qui sont parfois encore éloignés pour permettre d'arriver à une santé globale. Alors, il y a plusieurs questions Oui. à distance ou des remarques. Caroline qui dit que le problème, c'est que c'est déjà un parcours du combattant, ces maladies, avec peu d'énergie pour chercher d'autres voies et peu de moyens financiers. Mais elle confirme que c'est une aide précieuse. Et c'est une question aussi qui avait été soulevée par Émilie. Pour les douleurs et fatigues chroniques, la médecine conventionnelle a ses limites, mais se tourner vers les autres techniques coûte cher, surtout quand on ne peut pas travailler. Est-ce qu'il y a un moyen d'agir au niveau de l'État pour que ces patients aient un remboursement de certains soins? Donc ça, c'était une première vague sur le coût. Et aussi une autre question peut-être sur comment trouver un hypnothérapeute fiable et compétent. Et ça, j'imagine, Béatrice, sur ces catalogues. Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Dire juste un mot déjà sur le coût, effectivement, parce que sinon on arrive assez vite à une médecine à deux vitesses. Ceux qui ont les moyens d'aller consulter en privé tous ces thérapeutes, et puis ceux qui ne les ont pas. Alors, ça bouge dans ce sens-là, et sachez que notamment les mutuelles s'y intéressent pour une bonne raison, c'est qu'elles ont compris que si les personnes vont mieux, se remettent en mouvement, peut-être reprennent une activité professionnelle, etc., ça va leur coûter moins cher, elles rechuteront moins. Donc, il y a un vrai dialogue avec certaines mutuelles. Donc, ça va forcément, je pense, s'amplifier.
Voilà. Après, il y a des actions aussi qui sont menées, là, des concertations, des livres blancs on parlera Fabienne pour alerter nos tutelles de santé, hein, pour leur dire qu'il y a tout ce mouvement, donc notamment auprès des patients qui souffrent de pathologies chroniques, hein, puisqu'on a bien compris que c'est là où finalement en médecine classique on n'est pas très très bon. Et pour trouver des bons professionnels, alors moi je dirais il y a deux choses. Il y a des organismes, et notamment Health United, auquel je participe, qui essayent de mettre en place des annuaires par région. Donc ça sera bientôt accessible. Où par exemple, vous dites, ben voilà, moi j'habite en Alpes-Maritimes, je cherche un hypnothérapeute. Ben, où il y aura quelques noms de personnes qui ont été, alors c'est pas validé, mais comment on appelle ça, certifié. Enfin voilà, il y a un organisme de certification derrière qui va apprécier et la formation et voilà, la façon de travailler, l'éthique, etc. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est là aussi de revenir à votre propre GPS intérieur, parce que je pense que si vous allez voir un soignant voilà, non conventionnel qui vous dit abandonnez vos traitements classiques, c'est nul, moi je vais vous soigner, qui vous demande des sommes astronomiques, voilà, le ressenti aussi que vous avez, ben, fuyez, parce que là, visiblement, c'est pas, voilà. Donc, je pense que cette compétence intérieure, on va se sentir quand même assez vite si on a quelqu'un voilà, de fiable ou pas. Et puis, ce réseau aussi, bah, justement, par groupe de patients, où on peut se dire, bah, écoute, moi, je suis allée voir tel ostéopathe, tel hypnothérapeute, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, tu peux y aller, voilà, les yeux fermés. Donc, il y a ces deux choses. Il y a la voie plus officielle et c'est en train de se développer. Donc, ça va être de plus en plus accessible. En tout cas, pour les soins qui sont reconnus, hein, et validés. Et après, c'est aussi, voilà. Et puis juste rebondir sur cette histoire, parce que tout à l'heure, j'ai dit, mais il y a cette compétence qu'on peut acquérir, et vous voyez que quelquefois, ça peut prendre 20 ans pour trouver et la bonne voie, etc. Mais aussi, cette compétence, elle vous donne beaucoup plus après de liberté, de choix, hein, de ce que je vais faire ou pas. Et je pense que ça contribue aussi beaucoup au fait je sais pas, d'augmenter notre estime de nous, notre confiance en nous, puisque comme tu disais, cette nuit pas bien, qu'est-ce que je fais? Bah tiens, j'ai une ressource, waouh, yes, je peux aussi surmonter des moments difficiles. Donc c'est quand même super important pour moi, dans ma vision, cette capacité je dirais, de liberté, de choix, puisque après, ben, finalement, comme j'ai plusieurs ressources et compétences que j'ai acquises, je peux y faire appel. Voilà. Donc ça me paraissait important. Alors moi, je veux juste vous parler d'une autre petite notion aussi, parce que ben, c'est toujours pareil, hein, c'est mon expérience. En fait, ensuite, après ma première intervention, j'ai passé 3 mois sans interruption en rééducation, en hôpital de jour. J'ai réappris à marcher, j'ai réappris beaucoup de choses de la vie. Je sais que maintenant, pour être assis, et pour tout le monde, il faudrait avoir un coussin qui fait que votre genou est plus bas que votre hanche, et je peux vous assurer que vous vous tenez beaucoup mieux, vous aurez beaucoup moins mal au dos. Je dors avec un coussin de positionnement latéral, etc. Et moi, j'avais une chance. Alors, je ne pouvais être déplacée qu'en ambulance, couchée. Et en fait, j'ai fait venir mon coiffeur à la maison. Et en fait, quand j'étais en hôpital de jour, on était 16 patients. Il y avait des jours où j'étais la seule à avoir les 2 mains valides et les 2 jambes valides. Et j'ai fait venir donc le coiffeur chez moi. J'arrive plus à me coiffer. Et du coup, il m'a fait une très jolie coupe, il m'a bien coiffée. Et le lendemain, quand je suis arrivée en rééducation, tout le monde m'a dit « Oh là là, c'est trop bien, etc. » Et je me suis aperçue qu'on m'avait appelé la pompe au nez dans le service, parce que moi, j'avais encore la capacité de me maquiller le matin. J'avais encore la capacité de me peigner plus ou moins. Et je me suis aperçue qu'il y avait une notion qui, pour moi, était importante, mais qui était importante aussi pour les patients. C'est le bien-être. Alors, il y a une notion que je déteste, c'est quand on dit retrouver sa dignité à un patient. Ce n'est pas parce que nous sommes patients que nous avons perdu notre dignité, même dans le pire des états, même quand on a des tuyaux partout. C'est le regard qu'on nous porte qui est difficile à supporter. On ne retrouve pas sa dignité. La maladie ne nous enlève pas notre dignité, et il ne faut surtout pas que la maladie nous enlève notre dignité. On a besoin de se sentir mieux pour le regard des autres, pour son propre reflet dans un miroir quand on peut se regarder de nouveau, pour le personnel soignant et pour notre entourage. Alors, j'ai eu l'idée de créer un salon de coiffure et de socio-esthétique dans le service de rééducation de l'Archer, où j'étais, uniquement dans ce service-là.
parce que c'est un service où les prestataires de services qui sont à l'hôpital pour la coiffure, etc., ne peuvent pas rentrer. Il y a des patients qui sont dans l'unité des cérébraux lésés, etc. Et donc, il y avait des patients qui pouvaient plus se maquiller, des patientes, etc. Et puis, j'avais une dame qui travaillait, qui était en rééducation avec moi et qui m'a dit, tu vois, quand je suis rentrée à l'hôpital, j'avais les cheveux courts et j'étais rouquine. Tu vois, maintenant, comme je suis, elle avait les cheveux ici, elle était toute grise. Et pour elle, malgré son handicap, malgré la difficulté qu'elle avait à se mouvoir, à marcher, à prendre quelque chose dans les mains, il y avait une chose qui l'obsédait, c'est de se montrer avec ses cheveux longs gris et sans pouvoir y remédier. Et donc, j'ai été suffisamment convaincante, peut-être, avec mon corset, avec les papillons, j'allais partout. Et j'ai obtenu des prix. J'ai été lauréate de la Fondation L'Oréal, le Beauty for a Better Life. J'ai eu un prix de la Fondation de France, un prix de l'Institut de France. Je suis subventionnée par la mairie maintenant, puisque suite à ça, en fait, pour monter ce projet, j'ai répondu à un appel d'offres interne de recherche clinique à l'hôpital qui portait sur le bien-être des patients. Et mon projet a été retenu. Et donc, j'ai pu ouvrir un mini-salon de coiffure et de socio-esthétique en rééducation dans le service. J'avais 3 conditions. Ça devait être gratuit, parce qu'on se retrouve du jour au lendemain sans financement, parce qu'on ne peut plus travailler. Ça devait être aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On oublie trop souvent que les messieurs aussi, si on les rase un peu, si on leur coupe un peu les cheveux, etc., ils sont beaucoup mieux après. Et aussi, ben oui, je me suis occupée de mon papa qui avait fait 7 AVC pendant des années, donc je sais ce que c'était important pour lui d'être bien peigné, bien rasé, les ongles faits, etc. Et puis, je voulais que ça soit dans le service. Parce que encore, quand il y a des patients externes qui viennent, ils venaient en ambulance, ils peuvent se déplacer un petit peu avec l'entourage. Il y a des patients qui sont hospitalisés depuis des mois. Là, nous avons dans le service des Covid longs. La moyenne d'âge à l'Archer, elle est de 30 ans en rééducation. Les Covid longs, ça a été jusqu'à 25% de l'activité du service en hospi et 15 à 20% en hospitalisation externe et en hospitalisation de jour. Et donc, n'importe qui peut se retrouver comme ça. Ça marche. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi dans le fait d'oublier ma douleur, c'était le fait de penser aux autres. Et le retour, la gratification. J'ai fait faire une enquête de satisfaction, j'ai mis un petit questionnaire, etc. Le retour des patients. Vous avez certains patients qui... vous savez, un geste qui les transforme. Tout a été adapté. Hein. On a un bac à shampoing pour les personnes à mobilité réduite. On ne les enlève pas du fauteuil, ils se mettent, c'est le bac qui bouge, ce n'est pas eux. On a le grand miroir. C'est du matériel de professionnels. Beaucoup de gens veulent aider, ne savent pas comment. Et ben moi, j'ai eu des gens, Pro Coiffure à la Trinité, mes coiffeurs, etc., qui m'aident beaucoup. Donc, le miroir et la tablette sont adaptés au fauteuil roulant, en fait. Il y a un geste où les patients, ils se voient, hein, mais le geste qui fait que hommes et femmes retrouvent un sourire extraordinaire, c'est quand vous prenez le miroir et que vous leur mettez le miroir pour leur montrer derrière comme ils sont bien coiffés et bien coupés. Et ça, je peux vous assurer que ma journée, ce jour-là, je n'ai pas mal, je n'ai plus mal. Ou du moins, même si j'ai mal, je me dis j'ai servi à quelque chose. Je pense qu'effectivement, le bien-être physique, le reflet que l'on a dans le miroir, c'est important. Gratifiant pour tout le monde, pour le patient, pour l'entourage. Et voilà, c'était un petit message, je vous en prie. Méditation, etc. Pour les coûts, en fait, on peut se rapprocher donc des hôpitaux. Souvent, ils ont des séances. Les centres antidouleurs, donc les centres de référence, à Nice, ils font ça. C'est très bien, sauf que c'est long, donc il y a des délais, donc il faut prendre rendez-vous. Mais bon, il faut le mettre en place parce qu'après, une fois qu'on est dedans, on a des séances. Par contre, moi, j'ai un problème. Donc, j'ai tout essayé aussi au niveau des traitements, au niveau des méditations, etc. J'ai fait des stages de MBCR. Je connais très bien, ça marche vraiment bien. Le seul souci, c'est la mise en place en fait au quotidien. Moi, j'ai du mal à mettre une discipline parce que normalement, il faudrait le faire tous les jours pour que ça soit efficace. Sauf qu'en fait, quand on est dans ces fatigues-là et ces douleurs, c'est toujours un cercle vicieux. Et si on met aussi l'activité physique qui est très importante aussi en place, en fait, on a des fois, on se dit bon, bah non, pas aujourd'hui, je le ferai demain, etc. J'avais fait l'école du dos, pareil, on devait donner des comptes toutes les semaines après pour rester avec des exercices. Sauf que finalement, petit à petit, on fait plus rien parce que on n'a pas le courage, on n'a pas, et des fois, on n'a pas le temps. Ceux qui travaillent, c'est encore pire. Et on est fatigué, on laisse tomber. Donc, comment se discipliner en fait? Et il y avait une question d'une personne à distance, des conseils pour justement essayer de commencer l'hypnose ou des astuces qui va être compliqué de donner en distance. Mais... Ah, et une réponse en fait sur les coûts, peut-être juste avant d'une autre personne dans la salle.
Ben moi, c'était sur ça. Donc, juste pour quand on entend ce discours-là, ça fait comme un ascenseur émotionnel. Forcément, on est plein d'espoir, on a envie, etc. Sauf que des fois, pour un parcours personnel qui est en campagne, absolument pas en ville, on revient chez soi et alors là, no man's land. Il y a rien. Mais strictement rien. Et l'idée, c'est justement, si on devient bénévole d'association, c'est d'essayer de mettre des choses en place, parce qu'on en a vraiment la volonté. Mais on ne sait pas par quel bout prendre, on ne sait pas qui contacter. Et, et moi, ça fait par exemple plus de 5 ans que j'essaye. Mais honnêtement, si je dois regarder ce qui existe en Drôme-Ardèche aujourd'hui, j'ai bon espoir qu'un jour il existe quelque chose, mais je ne sais pas comment, qui consulter pour vraiment être pragmatique et mettre des choses en place. Alors, pour moi, effectivement, pour répondre à ça, l'entrée dans la démarche est compliquée. Moi, je suis allée à l'hôpital parce que je savais qu'au centre antidouleur qui me suivait, il y avait l'hypnose. Mais l'intérêt qu'il y a de l'hypnose. Alors moi, j'ai même fait du brain spotting, une technique qu'on donne pour des militaires stress post-traumatique, c'est-à-dire vous rentrez en hypnose en balayant juste l'horizon et la verticalité du regard. Vous apercevez que vous avez un point où vous avez moins mal et vous avez un point où vous avez plus mal. Et vous vous fixez sur ce point, yeux fermés aux yeux ouverts, et ensuite vous pouvez vous lancer. L'intérêt justement de toutes ces techniques-là, c'est que vous pouvez le faire à la maison. Le plus long, c'est de rentrer dans la démarche. Alors moi, quand j'ai envie de faire quelque chose et que je n'y suis pas, effectivement, quelquefois, je n'ai pas la capacité. Ce que je fais, c'est que je me fais une petite séance d'auto-hypnose. Ça me détend, ça me permet de mieux accepter la douleur, ça me permet de mieux accepter ce que je dois faire après. En fait, je commence par ça, puisque en fait, c'est par là qu'il faut commencer. Et après, je fais cette activité physique qui, au départ, je n'avais pas envie d'en faire du tout le matin. Moi, le matin, quand je me lève, c'est mon planning de la journée. Je fais quoi ce matin? Du coup, je ne fais pas ça cet après-midi. Si je dois faire ça cet après-midi, je ne fais rien le matin. C'est ma vie. Vous me voyez comme ça, cet après-midi, je rentre, je me couche quand même. Voilà. Mais au moins, j'ai cet outil à moi. Je vois de moins en moins tous mes médecins. Voilà. Je vois de moins en moins le médecin de la douleur. Alors, ne croyez pas que je n'ai que ça. Je n'ai pas que ça. Et quand je vous ai dit que j'avais tout ce qu'il y avait là-haut, que m'avait présenté Béatrice, j'ai même un neurostimulateur intra-abdominal relié à une électrode sur la moelle qui m'envoie de l'électricité H24, 7 jours sur 7, d'ici jusqu'au doigt de pied des deux côtés. C'est fabuleux. Il y a à peu près 40 personnes qui sont opérées comme ça à Nice, sur la région, par an, et on doit être 2000, 3000 avec ça. C'est fabuleux. Ça a une chance sur deux que ça marche. J'ai fait tout le parcours du combattant avant. J'ai l'antidépresseur, j'ai les lentilles épileptiques, j'ai l'hypnose, j'ai beaucoup de choses. Je mange du curcuma avec de la pipérine pour l'action anti-inflammatoire. J'ai diminué tout ça. Mais ça ne vous enlève que 50% de la douleur. Les 50 autres %, il faut bien essayer de les diminuer. Et quand vous en êtes comme moi, à avoir eu des médicaments que vous pouvez prendre et donc il n'y a presque rien, vous êtes bien obligé de vous trouver des petites astuces pour essayer à un moment donné de reprendre une vie quotidienne comme il faut. Une notion qui est importante, les médicaments, je pense qu'il faut toujours essayer, mais je pense que vous avez le droit de dire non, je n'en veux plus quand l'effet secondaire vous empêche de vivre. C'est bien de vivre sans douleur, mais si après vous avez, moi j'ai des vertiges, j'ai hypotension, je vois passer les éléphants roses avec le moindre comprimé de tramadol, je veux dire, c'est pas non plus, je préfère ma douleur. Je préfère voilà, gérer ma douleur. Mais je sais que c'est difficile de rentrer dans le circuit. Croyez pas que j'ai eu une priorité. Moi, j'ai pris des rendez-vous 2 mois à l'avance pour avoir ma séance d'hypnose. Je ne veux pas être considérée comme la consoeur. Je veux être considérée comme une patiente normale. Bon, après, quand j'ai une urgence, j'ai une urgence. Mais voilà. Mais après, quand vous rentrez dans le circuit, vous avez vos rendez-vous programmés. Et surtout, vous pouvez, au fur et à mesure, vous apercevez que vous n'en faites plus de séances. Vous les faites toutes seules. Voilà. Donc, oui, je voulais simplement répondre aussi aux questions qui avaient été posées. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter aussi à se retourner vers les associations de malades, à savoir, par exemple, elle organise du e-accompagnement. Et c'est vrai que là, on a voulu mettre ça en place aussi parce que, pareil, j'ai mis 30 ans, moi, à trouver la thérapie complémentaire qui me correspondait. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer les choses. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire en e-accompagnement, on a eu un cycle sur la sophro, là, il y a un cycle sur le yoga, il va y avoir un cycle sur l'hypnose. Vous avez Muriel qui était là, qui va faire l'hypnose. Il va y avoir un cycle aussi sur l'art-thérapie aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qui plaît énormément. Et on va faire un cycle aussi sur le slam. Voilà, on essaye de multiplier ces choses parce qu'effectivement, pourtant, moi,
qui a 40 ans de maladie, qui a eu 3 cancers, je peux vous dire, j'en ai essayé des thérapies complémentaires. Ben oui, mais il a fallu quand même 30-35 ans pour que je trouve en fait cette thérapie. Et c'est pour ça aussi que l'association est là pour pouvoir subvenir aussi, parce qu'effectivement, c'est un coût, c'est 60 € en gros, entre 50 et 60 €. Ben là, on le propose en visio. C'est vrai que c'est peut-être pas pareil que le présentiel, mais ça plaît quand même énormément puisque nos ateliers sont pleins. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une demande. Donc là, il ne faut pas hésiter aussi à se retourner vers les associations de malades parce que je pense que de plus en plus, elles vont proposer ce genre de choses-là. En fait, effectivement, quand on est confronté à une maladie un peu chronique, effectivement, il faut avoir la même démarche que en fait, un chercheur ou un ingénieur qui va trouver en fait, une solution par sérendipité, exactement la même démarche en fait. Donc on cherche, on trouve pas. Et moi, je pense que c'est le même cycle de vie en fait. C'est même objectif de vie. En fait, moi, j'ai un peu votre témoignage a été très touchant. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, vous avez bien expliqué votre parcours en tant que médecin et puis votre parcours en tant que malade. Moi, personnellement, j'ai eu la même chose en tant qu'ingénieur et malade. Parce qu'en fait, effectivement, on vit dans un monde où finalement, il n'y a pas de problème, hein, tout va bien marcher. Et en fait, quand on se retrouve devant la maladie, ça va plus du tout. Mais en fait, quand on reprend la même philosophie de projet, un mode projet, et ben en fait, un jour ou l'autre, ça démarre, ça débouche. Et effectivement, on repart de bas, et un jour, on trouve la solution. Hein. Effectivement, les moyens, finalement, si on se les donne, hein, moi j'ai retravaillé en fait par rapport à la partie thérapie par rapport à la terre. En fait, je suis reparti sur leur thérapie, sur la culture. En fait, toutes mes solutions ont été trouvées dans une oliveraie. Voilà. Bon, c'était juste un témoignage un peu personnel que je voulais faire, mais bon, c'était particulier, mais je pense que c'est quand même assez intéressant. Merci pour vos interventions et je voudrais juste commenter quelque chose et puis après poser une question. Alors, le commentaire, c'est vous êtes médecin, vous avez fait l'épreuve de la maladie. Il y a un questionnement à avoir et je le dis parce que je fourmille depuis hier en fait, parce qu'on n'arrête pas de parler en fait de comment mobiliser les patients et en même temps on leur envoie des termes qui sont des termes en fait qui sont des injonctions contradictoires. Comme ben oui, mais en fait il y a les soignants. Ça veut dire que là ce que vous dites et merci. Docteur Béatrice Leloutre, en fait, on a des ressources personnelles. Mais pour s'autoriser à avoir ces ressources personnelles, il faut poser des conditions. Et les conditions, c'est d'arrêter de dire que d'un côté, il y a les soignants et d'autre côté, il y a les patients. Parce qu'on sait aujourd'hui que les soins, en majorité, sont dispensés par les patients eux-mêmes et leur entourage. Je ne suis pas en train de dire de négliger l'importance des professionnels de santé quand je dis ça, mais c'est que si on regarde quantitativement dans le temps, ben, un patient, il vit avec sa maladie 24 sur 24 et c'est lui et ses proches qui organisent ce truc-là. Donc, il faut changer les termes qu'on emploie si on veut aller vers les injonctions qui sont contradictoires avec, par exemple, les termes de prise en charge de soignants. Il faut arriver à dire, mais voilà, nous sommes des professionnels de santé ou nous sommes psychologues, parce qu'en France, ils ne sont pas considérés comme des professionnels de santé, et d'autoriser ainsi les patients à devenir des soignants. Parce que sinon, en fait, ça inhibe les patients dans un habitus. Pareil pour le terme de prise en charge. En fait, il y a des moments de prise en charge, mais on ne peut pas dire eh ben, il va falloir que tu sois autonome, mais on va te proposer une prise en charge. Parce que d'une part, dans l'état du système de santé actuel français, mais plus globalement, mais là, on va parler du système de santé français, en fait, la prise en charge, c'est une illusion. C'est une illusion, hein. J'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps avec des chefs de service hospitaliers, mais en plus, ça envoie un message de « Ah bah, je vais être prise en charge ». Bon, alors, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut réfléchir au langage qu'on emploie. Et dans ces conditions-là, ma question, parce que je ne vais pas m'étendre pendant 2 heures, c'est, vous avez parlé tout au début de l'intervention, en fait, de coordination. Et moi, je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce qui est mis en place pour que ces coordinations, elles existent. Parce que j'ai participé à la Cité de la Santé, à la Cité des Sciences à Paris, autour d'une médiathèque santé-environnement. On a été invité à participer à plusieurs recherches européennes. Et il s'avère que, parce que vous avez parlé beaucoup de transréférentiel, transdisciplinaire,
Mais la réalité, c'est qu'il y a une grande recherche européenne qui a été parue il y a une dizaine d'années qui disait que les patients qui étaient atteints de plusieurs maladies, il n'y avait aucune coordination autre que la coordination des patients eux-mêmes, quoi. Que c'était le grand vide. Donc, il y a vraiment une nécessité. Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'organise à ce sujet-là? Parce que ça fait partie des conditions préalables pour que les patients puissent mobiliser leurs ressources, comme vous dites, quoi. Alors, justement, il y a une nouvelle formation qui est en train d'être créée, coordonnateur de parcours, qui va répondre exactement au point que vous venez de soulever. L'écosystème est en train de vraiment de bouger en France et j'ai entendu tous vos points et je voudrais rebondir et peut-être parler sur ce qu'on fait maintenant, même si ce n'est pas encore coordonné, même si l'accès pour les patients est difficile, mais c'est vraiment en train de bouger. Donc, cette formation est créée à la chaire de santé intégrative qui elle-même vient d'être créée au sein du Conservatoire national des arts et métiers, qui est animé par le docteur Alain Toledano, qui a créé lui-même un centre de santé intégrative autour du cancer à Paris. Donc, où il y a cette coordination de thérapeutes et de parcours vraiment pour le patient. Donc oui, ça, c'est en train d'être créé et le premier diplôme va être dispensé, je crois, ça va commencer en 2023. Voilà. Les pharmaciens vont aussi devenir acteurs et on est en train de monter aussi une association de pharmaciens pour favoriser la santé intégrative puisque la pharmacie est une porte d'entrée facile et d'accès aux patients pour pouvoir les conseiller et les orienter aussi peut-être vers différents thérapeutes. Et je vais revenir maintenant, il y a beaucoup de sujets sur donc, le coût et l'accès aux patients. Donc oui, c'est le vrai défi aujourd'hui, c'est cet accès aux patients. Et nous avons tous des parcours très longs pour accéder à des solutions personnelles. Donc, parmi ces thérapies complémentaires, ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir faire accéder des thérapies qui sont étayées par la science et de pouvoir les intégrer dans notre système de santé. Donc là, c'est le travail que fait une société savante qui a été récemment créée, mais qui est la conséquence, le résultat de beaucoup d'années de recherche au sein d'une communauté française en interaction avec l'international. Donc, cette société savante qui s'appelle la Non-Pharmacological Intervention Society a pour objectif de favoriser la recherche autour des interventions non médicamenteuses pour faciliter leur intégration dans le système de santé pour qu'ils soient remboursés soit par l'assurance maladie ou soit un petit peu plus par les mutuelles. Alors, qu'est-ce qu'on entend par intervention non médicamenteuse? Tout simplement, c'est parmi toutes ces thérapies complémentaires, celles qui sont étayées par la science. Et c'est ce processus que nous sommes en train de réaliser, de favoriser l'avancée des connaissances, les travaux de recherche autour de ces interventions. Donc, ce sont des solutions préventives ou curatives, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées soit seules, soit en accompagnement des traitements biomédicaux. Et on appelle intervention non médicamenteuse ces solutions qui ont montré leur efficacité et leur sécurité avec au moins une étude clinique interventionnelle. Donc voici, c'est une définition très précise. Ça ne veut pas dire que les autres techniques complémentaires ne fonctionnent pas, mais celles-ci, elles auront été étayées par la science. Et le travail de cette société savante est, dans un premier temps, de faire un guide méthodologique, c'est-à-dire de développer des méthodologies adaptées à leur évaluation. Parce qu'aujourd'hui, la référence pour évaluer, donc pour mener des essais cliniques, c'est la référence du médicament, c'est-à-dire l'essai randomisé double aveugle. Et on comprend bien que cette évaluation ne peut pas être appliquée, par exemple, à de l'ostéopathie ou de l'acupuncture. Hein. C'est vraiment tout à fait logique. Donc, la société savante, avec tout un écosystème en France, donc il va rassembler des chercheurs, des praticiens, des usagers et les autorités de santé pour travailler ensemble à un guide méthodologique pour valider un peu, reconnaître tous ensemble au sein de cette communauté des méthodologies, des invariants méthodologiques pour se dire,
OK, si cet essai va suivre cette méthodologie, on peut dire que cette thérapie devient une intervention non médicamenteuse. Elle est étayée par la science et donc essayons de la reconnaître et de l'introduire dans notre système de santé. Donc ça, c'est la première action de cette société savante. La deuxième action majeure, c'est sur la base de tout ce qui va être publié dans la littérature, établir un référentiel scientifique de ces interventions qui ont été étayées par la science et pour les porter à la connaissance de la communauté scientifique, médicale et aussi des autorités de santé. Troisième action, un guide de prospective économique. Vous avez parlé des coûts et de l'accès. Donc, il y a aussi tout un travail de réflexion qui va être concrétisé là d'ici la fin de l'année par un guide, un ouvrage qui est en train d'être publié sur quels sont les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux de ces interventions non médicamenteuses avec des pistes de financement. Voilà, donc ce guide va être disponible très prochainement. Et enfin, cette société savante organise un colloque tous les ans pour partager l'avancée de ses connaissances et partager ses propres travaux. Donc, le prochain colloque aura lieu à Montpellier du 22 au 24 mars. Et notamment, nous allons présenter le résultat de ces travaux méthodologiques. La journée du 22 mars va être ouverte au grand public et aux institutionnels. Donc, on va faire venir des politiques, des journalistes pour communiquer largement. Et c'est vraiment cette prise de conscience et cette transmission à la société que nous souhaitons faire lors de cette journée du 22 mars. Donc, vous êtes bien sûr les bienvenus pour venir assister à ces travaux. Au-delà de la société savante, il y a tout un écosystème qui est en marche pour co-construire une santé intégrative. Et nous avons aussi créé récemment une alliance pour la santé intégrative, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, hein, notamment il y a le CUMIC, le Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires. Enfin, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer. Donc, c'est l'ensemble de ces acteurs s'est fédéré pour construire une alliance et nous travaillons actuellement à établir des recommandations, une sorte de livre blanc que nous espérons pouvoir communiquer en 2023 auprès des autorités de santé. Donc, quelles sont les recommandations? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire émerger cette coordination, cet accès aux patients de ces approches globales de santé? La formation, je crois que ça a été évoqué, est un aspect très important. Et je voudrais préciser d'ailleurs que depuis récemment a été introduit dans les études de médecine un module d'initiation aux thérapies complémentaires, justement pour les acculturer à ça, puisque vous l'avez dit aujourd'hui, mais je crois que ça a été dit hier, parce que j'ai un petit peu assisté hier à la fin de la journée, il y a cette méconnaissance peut-être de certains médecins, pas tous bien sûr. Il y a aussi ce besoin d'apprendre à communiquer, de développer cette relation thérapeutique, hein, je crois que vous l'avez vraiment bien mentionné. Donc, ce module a été introduit dans les études de médecine. Il est important aussi peut-être de pouvoir le déployer dans l'ensemble des universités qui vont former les futurs professionnels de santé. Oui, dans ces discussions, en fait, dans les discussions sur les interventions non médicamenteuses, il y a vraiment un parent pauvre, en fait, c'est le professionnel de santé ou le thérapeute, en fait, et notamment l'éthique de la relation partenaire de soins. Et je suis étonné que ce qui est le plus important en médecine ne fasse pas partie des discussions, parce qu'on voit comme des listes de médicaments, on voit des listes d'interventions non médicamenteuses. Et il faut savoir que la relation partenaire de soins est très souvent soignante. Et il suffit parfois que la personne en face de nous dise un seul mot et puis être écoutée sur un mot pour que la pathologie s'arrête. C'est-à-dire la personne, elle a trouvé un lieu d'accueil, un lieu soignant. Elle n'est plus malade après. Moi, je suis gastro-entérologue. Une personne qui avait des douleurs abdominales depuis plusieurs dizaines d'années, le fait d'avoir été écoutée, d'avoir pu raconter son viol, eh bien, elle n'a plus jamais eu mal de sa vie. Et justement, je voulais dire, comme
comme pour Patricia, le fait d'aider les autres, eh ben, quand elle aide les autres, elle a plus mal. Et ce que je veux dire, c'est que la vie est soignante. La première chose, c'est la vie sociale qui est soignante. Et c'est pour ça que je suis toujours très, très gêné, aussi bien d'utiliser des médicaments que d'utiliser des interventions non médicamenteuses. Et il faut réfléchir aussi à ce qui s'appelle primum non nocere, c'est-à-dire en médecine, la surmédicalisation, et pour les interventions non médicamenteuses, peut-être la surintervention non médicamenteuse. Je pense que c'est un sujet qu'on traite assez rarement. Oui, moi je suis tout à fait une fan de la relation qui soigne. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, quand on va voir des thérapeutes complémentaires ou avec on sait que les consultations sont plus longues, il va y avoir peut-être plus d'échanges et que ça contribue aussi aux soins, alors que dans le système médical classique, on a souvent très très peu de temps pour ça. Alors je voulais rebondir là-dessus parce que moi, dans les témoignages que j'entends, il y a souvent des gens qui disent ben voilà, moi, bon, je suis soignée, je vois mon docteur parce que j'ai des médicaments pour une maladie, mais à côté, je fais plein d'autres choses. Mais quand je veux lui raconter, ça ne l'intéresse pas. Il ne pose même pas une question pour dire bah, tiens, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que ça vous a apporté. Et ça, je trouve ça dommage parce que voilà, ça pourrait enrichir. Et alors justement pour ça, on a juste le petit témoignage de l'OMCNC, donc l'Observatoire des médecines complémentaires non conventionnelles auxquelles je participe depuis plusieurs années. Nous, on a choisi on est une association avec peu de moyens, mais on a mis un petit peu d'argent depuis plusieurs années pour offrir aux étudiants en médecine qui sont en difficulté. Vous savez que on l'entend, hein, il y a des gros problèmes, pendant ces études-là, et on leur offre des séances de sophrologie. En fait, il y a une sophrologue qui intervient à la faculté depuis plusieurs années, et ça a un succès vraiment important. Enfin, les étudiants qui en bénéficient, qui sont donc tout jeunes étudiants en médecine, sont, pour certains en tout cas, très très aidés. Et on se dit que c'est un bon moyen de les sensibiliser à ces autres approches, puisque eux-mêmes, en difficulté, en auront bénéficié. Alors là, c'est pas pour des douleurs physiques, c'est plus pour un sens de ce qu'ils traversent, etc. Et on se dit que ils seront peut-être plus ouverts ensuite, quand ils seront vraiment professionnels installés, pour conseiller aussi leurs patients, ou en tout cas comprendre ce qui se joue. Mais c'est évident que la relation soignante qui est très importante, et le fait de revenir, c'est ce que j'avais mis dans une diapo, revenir dans le flux de la vie. Pour moi, ce témoignage de dire tiens, qu'est-ce que je peux faire avec mon expérience, c'est ça aussi, revenir dans le flux de la vie. Alors là, ça va être proposer quelque chose à d'autres personnes, mais c'est ça aussi qui va nous permettre peut-être de souffrir moins, ou en tout cas de donner du sens à cette épreuve-là et de la surmonter. Choses qui m'ont frappé dans ce qui s'est passé, c'est qu'il est question, il y a deux choses un peu contradictoires. Il y a la première chose, c'est qu'on se soigne soi-même. On se guérit soi-même, on se soigne soi-même. Et c'était quelque chose d'assez commun à toutes les interventions. C'est magnifique. La deuxième chose qui m'a un peu gêné, c'est que c'est des professionnels de santé qui en ont parlé. Et donc, on est un petit peu là sur une cime, un chemin de crête. Et tu parlais de tes treks, mais vraiment ça, on marche sur un chemin de crête qui est se soigner soi-même. Mais comment savoir se soigner soi-même? C'est-à-dire comment être aidé. Tu as parlé tu n'as pas aimé le terme prise en charge. En prise en charge, il y a prise, c'est pas terrible. Il y a charge, c'est pas terrible. Et il y a prise en charge qui est je fais pour vous. Donc, manifestement, on est loin. Et ce que j'aimerais bien qu'on puisse avancer sur ce chemin de crête, mais c'est une gageure. Le sujet d'aujourd'hui, c'est une gageure. C'est impossible. Hein, puisqu'on est vraiment entre des choses très différentes qui sont se soigner soi-même, d'une part, et d'autre part, donner au maximum les moyens de trouver le moyen de se soigner soi-même. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on accepte comme thérapie? Qu'est-ce qu'on rejette? C'est-à-dire où est-ce qu'on met la limite entre le validé et le charlatanisme? Et on a besoin quand même de ça, de garde-fous. Et donc là, il y a un mot qui existe en anglais qui est empowerment.
prendre du pouvoir, et qui a une très belle traduction en français qui est émancipation. Et je pense qu'on aurait, si on pouvait, dans la suite, là, trouver des moyens d'émancipation pour être capable de se guérir soi-même, puisque c'est un petit peu ce que j'imaginais dans chaque fois, ce que vous avez, les beaux témoignages, c'était les choses qui arrivaient en sortant avec la belle coiffure, et puis on en sort. Donc, si on peut avancer vers le... Alors, rebondir, parce qu'il y avait là, je m'avais soulevé juste avant. Alors, plusieurs choses. Et du coup, j'ai attrapé le mot l'émancipation de l'être. En tout cas, mon approche en tant qu'art thérapeute, elle est vraiment dans cette dynamique-là. Et c'est à travers le mouvement, dans le geste créateur et cet objet, voilà, cette œuvre qui se crée, qui se déroule, où la personne va pouvoir peut-être prendre ses petits points de ressources, va découvrir ses points d'équilibre à travers peut-être un objet avec de l'argile ou avec de la danse-thérapie ou encore de la photothérapie pour travailler sur son estime de soi, son image de soi. Et acquérir aussi des rencontres en fait vraiment avec soi-même pour trouver aussi cette discipline-là. En art-thérapie, les approches sont très différentes selon aussi la personnalité du thérapeute. Mais globalement, l'approche, elle a quand même des rituels d'entrée et de sortie qui font aussi appel à des exercices de pleine conscience, de sophrologie. C'est très global et intégratif. Et je pense que justement, sur ce chemin de crête-là, c'est tout là la formation, non pas de quelques week-ends, mais de quelques années, de nombreuses années en tant qu'art thérapeute, permet justement aussi d'ajuster sa place. Est-ce que là, je suis trop dans ce que Winnicott nomme la mère suffisamment bonne? À quel moment je passe dans mauvaise? Et cette distance-là thérapeutique qui est en permanence aussi en mouvement pour savoir à quel moment je donne la main, je suis présente, à quel moment je lâche cette main-là. Et c'est ce que je trouvais merveilleux dans l'art-thérapie, qui est pour moi la définition du mot art n'est pas forcément l'œuvre en soi, mais vraiment l'essence de la personne et comment accompagner l'individu à travers la relation thérapeutique qui fait sens et qui est importante, à travers aussi la dynamique de groupe. Ce matin, enfin tout à l'heure, on parlait il n'y a peut-être pas de recherche sur la dynamique de groupe, mais il y en a, on peut se renseigner auprès de KS, où cette dimension-là de travail autour du cercle, qui est chez nous occidentalisée plutôt dans les groupes de parole, mais qui dans certaines traditions, le cercle et se rencontrer autour de vraiment cette notion-là de cercle et de spirale, a aussi toute sa dimension thérapeutique et permet de se placer les uns et les autres de façon... dans une équité et qui permet de rétablir aussi cette dualité-là soignant-soigné. En tout cas, pour ma part, j'ai cheminé aussi dans plusieurs thérapies pour soulager la douleur. Et juste une question pour plus tard, oui, je vais terminer là. Une question pour plus tard, la pharmacopée, sa vente et pharmacopée, etc. Qu'est-ce qu'il en est de la place des plantes psychotropes dans un accompagnement en termes de transcognitive? Oui, je voudrais revenir sur mon intervention de tout à l'heure. Effectivement, sur la ligne de crête, parce qu'effectivement, il ne faut pas faire une scission entre le corps médical, le traitement médicamenteux, et puis le non médicamenteux. En fait, moi, mon cheminement, je l'ai fait. En fait, c'est grâce le socle, j'ai pu faire ça grâce à l'intervention d'un grand professeur, en fait. Donc, vous savez, les deux sont liés, parce que faut pas. En fait, je vais être très franc, en tant que malade, effectivement, il y avait un malade qui avait fait un bouquin sur sa pathologie et effectivement, donc il expliquait son traitement médicamenteux chez un professeur, grand professeur. De l'autre côté, effectivement, il expliquait qu'effectivement, en gros, c'était, en fait, je me suis soigné par les plantes. Mais en fait, non, moi, ma position, c'est les deux sont consécutifs, en fait. C'est ça qui est important. Voilà, oui, en fait, c'est complémentaire. Et en fait, quand même, la base de tout ça, c'est quand même les médicaments, c'est la prise en charge d'un professeur, son travail de recherche, etc. Voilà.
voyez, rapide pour rebondir un peu sur ce que monsieur et madame a dit tout à l'heure par rapport à au fait d'être trop encore accompagné ou médicalisé par les interventions non médicamenteuses. Je vais utiliser juste une image. Je pense que le thérapeute, quel qu'il soit médecin ou autre, va nous permettre d'ouvrir une porte. Mais c'est à nous de passer. C'est-à-dire que si cette porte n'est pas ouverte, on ne va pas pouvoir passer. Donc, je pense que trouver son outil, quelle que soit la thérapie, art-thérapie, méditation, voilà, selon votre appétence, selon plein de choses, selon votre culture, vous allez peut-être choisir une ou l'autre et peut-être plusieurs. Mais on a besoin, en effet, et c'est pour ça que notre parcours, moi, c'est 20 ans, Eric, 25-30 ans, les parcours sont longs. C'est trouver la personne qui va nous ouvrir la porte. Mais si nous ne faisons pas le pas de la passer, ça ne fonctionnera pas. Donc, en fait, ce qui est important, je pense, si on comprend ça, on a la solution. Et c'est le déclencheur, c'est ce que vous avez dit, madame. Comment trouver ce déclencheur? Essayer de... Moi, j'ai eu comme peut-être un déclic, mais qui n'est pas arrivé d'un coup. C'est à force de rencontres, de lectures et d'expériences de la vie. Les voyages que j'ai faits, j'ai vécu beaucoup de choses. C'est un tout. Des personnes vont avoir peut-être un déclenchement beaucoup plus rapide. Chacun son parcours. Moi, ça a été long. Mais je pense que d'un coup, j'ai compris. D'un coup, j'ai changé cette attitude mentale et j'ai compris que c'est à moi de passer la porte, mais quelqu'un... C'est une aide un petit peu externe pour nous ouvrir la porte. Voilà ce que les thérapies complémentaires peuvent apporter. Oui, la question qu'on aurait envie de te poser, c'est est-ce qu'il y a des portes dangereuses? Est-ce qu'il y a des portes à ne pas ouvrir? Parce que quand vous parlez de trajectoire sur plusieurs années, si pendant plusieurs années, on est sur un mauvais chemin ou sous la dépendance de personnes qui, peut-être de bonne foi, peut-être de mauvaise foi, peut-être par intérêt pour la personne, peut-être par intérêt financier, vous conduisent sur un mauvais chemin, c'est très, très, très lourd quand même. Oui, c'est sûr. Alors, on peut aussi, alors tout le monde n'est peut-être pas armé pour ça, mais faire appel à son intuition. Il me semble que vous l'avez dit tout à l'heure, le GPS intérieur, voilà, c'est parfait comme illustration. Il y a des personnes bien... Non, mais quand même, la vie, c'est développer son intuition, je pense, son chemin de vie. Toutes les expériences que nous vivons, on apprend de ça et on développe ce GPS intérieur. Je pense quand même. Mais pour en revenir à ce charlatanisme sec, c'est justement le travail de cet écosystème en santé intégrative, c'est d'essayer de fixer des bornes, des recommandations. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Il y a un besoin de formation. Comme vous l'avez dit, il y a différents types de formations pour tous ces thérapeutes complémentaires. Donc, on a besoin de poser le cadre et c'est tout un travail que nous sommes en train de faire. On peut s'adresser aux associations professionnelles pour avoir des annuaires et trouver des thérapeutes qui sont reconnus. Mais on a encore besoin, bien sûr, d'approfondir ce travail. On parle beaucoup de charlatanisme pour ces thérapies complémentaires, mais au sein du secteur médical, n'y a-t-il pas beaucoup d'erreurs dont on ne parle pas? Voilà. Donc oui, mais c'est cette vision du verre à moitié vide et verre à moitié plein. Je pense qu'aujourd'hui, ne focalisons pas sur, oui, c'est la vie, les erreurs. Dans toutes les professions, il y a des charlatans. Donc peut-être ne cristallisons pas dessus et essayons d'aller vers qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit mieux, en fait. C'est tout ce travail. Mais c'est ce qui est en train de, c'est ce qu'on essaye avec tous ces acteurs de l'écosystème de mettre en place. Mais ça va prendre encore du temps. Oui, ce nouveau paradigme en santé. On dit que c'est vraiment un nouveau paradigme qui est en train d'émerger. Alors évidemment, ça tâtonne un peu, hein, mais on sent que tout nous pousse vers ça. Et en particulier, alors là, c'est la personne qui travaille en pédiatrie qui vous le dit, donc les maladies chroniques qui donc, sont génératrices de ces douleurs, handicaps, etc. Elles sont en augmentation. On nous dit que voilà, il va y en avoir quelques millions de plus prochainement. Ce qu'on vous dit pas, c'est qu'elles vont survenir de plus en plus jeunes. Moi, je suis au premier plan, je travaille en pédiatrie, je peux vous dire que je vois les prémices des maladies chroniques et que j'en suis très inquiète chez des enfants très jeunes, de plus en plus jeunes et de plus en plus graves. Donc, ne nous leurrons pas. C'est aussi ça qui va nous pousser à évoluer parce que là, notre système de santé qui était très bien équipé et formaté pour faire face à la pathologie
aiguë, et Dieu sait si on est bon, hein, on a un infarctus, on débouche l'artère, on a une méningite, on a le bon antibio, on est très très bon. On remplace une articulation, mais pour le chronique, on n'est pas très bon. Et comme ces pathologies-là augmentent de manière exponentielle, ça va de toute façon nous pousser à changer la façon d'aborder ça. Et je partage l'avis de Jean-Michel, il faut vraiment qu'au niveau de tous les soignants, il y ait un développement plus important de l'enseignement du lien qui soigne, de la relation thérapeutique, etc. Et ce qui n'est pas, franchement, c'est pas fait, hein. Alors, sauf si par goût, parce que nous, on est issus de cette formation-là, et pourtant, on a développé ça, parce que par goût personnel, par valeur personnelle et histoire personnelle, on l'a développé. Mais c'est vrai que moi, tous les jours, des familles me racontent des choses, je me dis, je suis impressionnée quand même. Donc, il y a du travail, c'est sûr. Moi, il y a juste une petite notion sur laquelle je voudrais revenir parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le terme émancipation et c'est pas le médecin qui parle, hein, c'est le patient. Parce qu'à un moment donné, émancipation, ça veut dire qu'on s'en va et on oublie les autres. Moi, je pense qu'il faut qu'on joue des coudes pour se mettre autour d'une table et qu'on soit sur une table ronde, on ait la même place, que ce soit le psychologue, la nutritionniste, le diététicien, l'art-thérapeute. Je fais de l'art-thérapie toute seule, je fais de la peinture. Je me suis lancée là-dedans parce que j'étais immobilisée et j'étais obligée. Bon, voilà. Et je pense que c'est aussi aux patients, et je ne suis pas là du tout pour encenser les médecins, même si je pense que tous les soignants doivent être encensés, et même si ce terme soignant, médical, paramédical, c'est pas bien. C'est toute une équipe soignante autour d'un patient. Le patient, il doit faire partie de cette équipe. Et quelquefois, je gère des tatas autour de moi, hein, voilà, je gère des cousines, je gère des... Il faut que le patient il s'exprime. On a souvent aussi des patients qui, soit par dépit, parce qu'ils en ont marre, ils en ont assez, parce qu'ils pensent qu'on ne les comprend pas, ne s'expriment pas et n'arrivent pas à expliquer leur ressenti, au médecin qui est en face. Le médecin ne pourra vous soigner que si ce que vous lui envoyez, il puisse le comprendre, il puisse l'assimiler. Ce qui manque souvent, c'est un dialogue. Et je pense que ce qui manque, c'est ça, c'est le patient, il faut qu'il joue un peu des coudes, qu'il n'arrive pas en position de faiblesse vis-à-vis du grand patron, etc. Il faut qu'il arrive en disant, voilà, on doit s'entraider, on est là pour faire, on est une équipe. Le patient fait partie de l'équipe soignante. Et il faut aussi éduquer le patient en ce sens-là. Et quand je vous en parle, je vous assure que je suis en train d'écrire un petit essai qui s'appelle Patient-médecin ou médecin-patient. Parce que nous avons une relation tordue avec la maladie. Hein, certains pensent que le fait d'avoir une blouse blanche, ça les protège de tout. Et quand ils se retrouvent de l'autre côté dans un lit, alors soit c'est ceux qui crient le plus, soit c'est ceux comme moi qui a accouché dans la douleur, parce qu'on avait toujours dit que les femmes médecins, quand elles accouchaient, c'est celles qui faisaient le plus de rum-dam dans la maternité. Et donc, je me suis dit, moi, je dirai jamais rien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre manière de faire. Mais ça, c'est l'être humain. Ça, c'est l'être humain. Et je pense qu'on doit être tous ensemble. On doit être tous ensemble. Après, autre chose, c'est la communication. C'est faire part de son expérience. Vous disiez peut-être, nous, ça marche parce que nous sommes deux professionnels de santé. Pas du tout. Voilà. Moi, j'ai compris. Voilà. Oui. Oui, mais on est mais justement, non, justement, c'est pas. Le fait d'être professionnel de santé n'est pas un biais. Parce que quand j'étais en rééducation, et je continue à le faire, j'expliquais, comme je vous explique à vous. Donc la séance d'hypnose, c'était le lundi matin, parce que le médecin de la douleur qui fait de l'hypnose, elle était là le lundi matin, elle est détachée en rééducation. Et donc moi, dans mon planning de tous mes soins, j'avais mon hypnose. Et on me dit, mais comment ça se fait que tu vas là? Et je commence à expliquer. Et je dis, ça devrait te faire du bien. Ah non, non, moi, ça ne me fera jamais de bien. Vas-y, tu as essayé? Non. Pourquoi? Parce que j'y crois pas. Mais tu y crois pas, pourquoi? Parce que j'y crois pas. Non, mais va essayer. Moi, je veux bien qu'on me dise, je n'y crois pas, ça ne marche pas. Je conçois que ça ne puisse pas marcher. Moi, mon système de neurostimulation, ça marchait qu'un cas sur deux. Parce qu'effectivement, votre cerveau, il peut tout à fait accepter d'avoir quelque chose qui vous envoie de l'électricité dans les jambes 24 heures sur 24, comme pas du tout. Bon, moi, ça marchait, tant mieux, alléluia. Voilà. Mais le fait de l'exposer, j'ai d'autres personnes qui n'étaient pas du tout médecins, qui venaient de quels que soient les horizons, jeunes, pas jeunes, hommes ou femmes, qui finalement ont fait ça et qui se sont rendus compte que, ben oui, alors il y en a qui m'ont dit ça marche pas, mais il y en a qui m'ont dit, ah mais oui, ça m'a fait du bien. Et je vais vous dire, je suis tellement persuasive, moi j'ai commencé parce que je pense aussi qu'autour du patient, l'entourage familial est le meilleur soignant. Il peut être un très très bon soignant, comme il peut vous descendre. Hein. Donc voilà.
Donc, j'ai commencé à en parler à mon cardiologue de mari, chef de service, cathétériseur, etc. Parce que moi, à un moment donné, je pensais pouvoir continuer à travailler. Je voulais faire cette formation d'hypnose au bloc de cardio pendant la coronarographie pour déstresser le patient. Je n'ai pas pu le faire. Et j'en ai beaucoup parlé avec mon mari qui était dur, hein. Et en force de lui en parler, on a commencé à s'intéresser à autre chose. Et donc maintenant, le bloc de cardio du CHU de Nice est équipé de casques de réalité virtuelle. Et donc les patients, pendant qu'ils ont les coronaros, s'ils le veulent, s'ils se sentent stressés, et bien en fait, sur son association, il a acheté des casques de réalité virtuelle. Il met des casques de réalité virtuelle aux patients qui choisissent les Antilles, qui choisissent la balade en forêt, qui choisissent ce qu'ils veulent. Et il a des résultats extraordinaires. Et quand je lui dis de faire un mémoire ou une thèse, un de ces cardiologues là-dessus, parce qu'on peut mesurer. La biologiste que je suis va reprendre la parole, l'hormonologiste. J'ai participé à des projets de recherche clinique sur la réponse à la douleur, etc. Parce que dans mon laboratoire, on était un des rares laboratoires à doser l'ocytocine. On dose le cortisol et on dose d'autres facteurs, la copeptine, etc., d'autres molécules de la douleur qui peuvent augmenter pendant la douleur. Pas des molécules qui créent la douleur, mais qui vont augmenter pendant la douleur. Les molécules dites de stress ou l'ocytocine qui est une molécule de bien-être. Donc, ce sont des choses que l'on peut mesurer. Vous faites un dosage de cortisol, donc notre corticoïde naturel, 10 minutes avant la coronarographie, il est au plafond. Il est au plafond. Vous mettez un casque de réalité virtuelle sur les yeux du patient et vous lui faites pendant que le même dosage, pendant qu'il est en train de se faire monter un cathéter jusque dans une coronaire, je peux vous assurer que le cortisol, il a baissé. On l'a fait, hein, on l'a fait sur certains patients à qui on a déclenché volontairement des infarctus dans une visée thérapeutique. Ben, je peux vous assurer que ça marche. Donc en fait, je pense, et je veux défendre aussi les médecins parce que ben, on en fait partie, on a étudié beaucoup de choses et tout, mais on a tous à apprendre. Et on continue à apprendre. Et le patient, il doit aussi apprendre aux médecins certaines choses. Et on le voit d'autant mieux quand les médecins sont malades. On le voit d'autant mieux quand les médecins sont malades. La manière de s'exprimer vis-à-vis de leurs confrères, c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, il faut qu'il y ait plus de dialogue entre le patient et le médecin. Voilà. On n'a plus que 10 minutes. Je vais faire un peu de provocation. Alors, je ne suis pas du tout pour qu'on détruise tous les médecins parce que je ferai partie de la charrette. Un peu de provocation on a parlé de remboursement, de prise en charge. Pour que ça ait lieu, il faut une sorte de contrat social. L'argent, il est en quantité limitée, on ne peut pas le mettre partout. Alors, comment fait-on pour savoir où on met cet argent public? Et est-ce que le filtre, c'est un référentiel? Ou si on ne veut pas que ce soit que entre les mains des médecins, même s'ils ont plein de qualités, j'en fais partie, je suis ravi. Est-ce que c'est ce dont il a été question avec l'AFA, plutôt une régulation en réseau, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de gens qui peuvent vous informer pour dire ça marche ou ça ne marche pas, sans que ce soit centralisé? C'est-à-dire que si dans l'association, il y a des centaines de personnes qui trouvent que ça va bien, avec une thérapie plutôt qu'avec une autre, on va être en faveur de ça. Parce que si on part juste d'une expérience unique de quelqu'un qui a écrit un livre en disant « moi, je sais que ça marche, moi, je sais que telle plante marche », la valeur est faible hein, dans l'évaluation. Donc, comment faire, si on pourrait en parler un tout petit peu, pour qu'il y ait un contrat social, pour qu'on puisse accéder, y compris sans trop de coûts financiers, donc que la puissance publique paye, qu'on puisse accéder à des traitements qui marchent. Alors, c'est moins élégant comme formulation, mais je pense que ça concerne plein de monde. Alors, par contre, faire court, hein. Il reste 10-15 minutes, court sur les réponses. En fait, j'ai une réponse. En fait, vous avez une profession, donc vous créez. Pardon. Vous avez une profession, vous créez de la richesse. Là, en fait, je reprends le même cheminement. Donc, vous avez une deuxième vie. Donc, vous allez monter une activité pour générer, en fait, de la richesse, pour pouvoir la partager, pour pouvoir communiquer sur votre expérience. Voilà. En fait, moi, c'est ce que je vais essayer de faire. En fait, en gros, bon, pour différentes raisons, on a un projet. Bon, je ne suis pas là pour faire la publicité, mais on a des moyens en fait financiers de monter en place des structures
pour à la fois communiquer, faire partager notre expérience à d'autres personnes. Voilà, et tout en étant indépendant et tout en étant intégré à un système universitaire, etc. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire là. On va essayer de se faire monter ça parce que ça me vient à l'esprit là récemment. Voilà. Il y a une institution en France qui peut être sollicitée par les organisations et les citoyens, ça s'appelle la Haute Autorité de Santé. Il faut demander des recommandations sur le sujet. C'est un moyen d'arriver au processus, en fait. La Société savante. Oui, alors la Société savante a récemment sollicité la HAS pour lui demander de venir participer à nos travaux, puisque, je le rappelle, on veut établir une méthode et un référentiel. Mais la HAS nous a répondu qu'elle n'agissait que sur mandat de la CNAM, donc il fallait qu'on se rapproche de la CNAM. Bon, ce qu'on a fait aussi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, c'est la réponse officielle. C'est comme la réponse officielle de la présidence de la HAS. Bon, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on avance sur cette méthodologie et ce référentiel en fédérant en France l'ensemble des acteurs qui veulent bien venir participer pour la construction donc scientifique et aussi pour le financement. Voilà. Et quand on aura mis à disposition ces outils, on espère que les autorités de santé vont venir plus largement s'engager avec nous et pour la reconnaissance de ces outils. Peut-être juste un dernier point, donc il y a beaucoup de sujets, mais pour permettre d'accéder et réduire les coûts, il y a des centres de santé intégrative aussi qui se montent. On n'en a pas parlé. On s'est dit comment on accède et les coûts. C'est de plus en plus courant, ces centres avec un médecin coordinateur et puis des thérapeutes autour. Ça peut être aussi une solution pour accéder plus facilement à des thérapeutes qui sont reconnus. Et peut-être aussi dans le futur, certains centres vont demander des accords, devenir vraiment pôle de santé et avoir des accords avec les ARS, et peut-être aussi pour faciliter les remboursements. Bon, donc on avance vers des pistes. On a l'impression toujours que c'est demain. Et la question que j'aurais posée de façon plus provocatrice, c'est aujourd'hui on fait comment? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est demain, on y arrive, ça va arriver, c'est pour dans pas très longtemps, ou des choses où beaucoup de gens savent que ça marche. Est-ce que si beaucoup de gens savent que ça marche, et il y a plein de traitements, de thérapies, est-ce que le critère, par exemple, c'est une science millénaire, est un critère décisif? Est-ce que quelque chose qu'on fait depuis 1000 ans est forcément bien? Je ne sais pas. Hein. Je veux dire que dans l'évaluation, il faudra bien arriver à un moment donné à ce que, si on veut que la société y participe, il faut lui donner des raisons autres que soit individuelles. Moi, ça a marché pour moi. Bon, c'est fait, tant mieux. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on peut aller vers un collectif, enfin vers C'est tout un changement culturel aussi, parce que dans notre culture en France et peut-être aussi en Europe, on est dans cette, comme vous l'avez dit, ce mot prise en charge, mais ça, c'est en train de changer. On a parlé de changement de paradigme en santé. Donc, il y a aussi cette responsabilisation du patient, reprise du contrôle de sa vie et comprendre qu'on n'a pas besoin non plus d'être accompagné complètement avec des médicaments, beaucoup de thérapies. Mais c'est sûr, la difficulté, c'est de trouver ce déclic, cette porte d'entrée qui fait que on va avoir un peu d'aide au départ et après, c'est soi-même. On va le mettre en application. Donc aujourd'hui, tournons-nous vers ces centres de santé intégrative en construction ou des hôpitaux qui mettent en place à l'intérieur des centres de santé intégrative. Les premières solutions, enfin les solutions sûres, efficaces que l'on peut proposer. Et puis, rejoignez aussi les différentes associations. La Société savante accueille aussi et voudrait travailler avec des associations de patients, puisque c'est une co-construction. Hein. Ce n'est pas des chercheurs qui vont travailler dans leur coin, c'est une co-construction entre chercheurs, usagers, professionnels de santé et autorités. Voilà, donc aidez-nous aussi à faire avancer ce sujet.
Je voulais juste te dire qu'il y avait une piste aussi. Je suis déléguée de l'AFA à France Asso Santé et en Île-de-France. Et nous travaillons depuis au moins 2 ans sur un programme régional de santé dans lequel naturellement il y a une collaboration avec les ARS et d'autres instances comme la CNAM et autres. Et c'est vrai qu'on fait remonter toutes les problématiques des difficultés d'accès aux soins, entre autres, de précarité et autres difficultés pour le patient à avoir un parcours de soins coordonné. Et je pense que c'est aussi une piste sur laquelle on peut travailler de manière plus avancée, plus approfondie. Dans l'idée de la coopération, justement, moi j'avais été très intéressée quand il y a eu ce congrès du CNAM à Paris, où il y avait donc plein d'acteurs qui d'habitude ne se parlent pas, qui se retrouvaient voilà, autour de tables rondes. Et en particulier, il y avait par exemple, alors il y avait bien sûr des patients, il y avait des gens qui soignent, etc. Mais il y avait aussi des informaticiens, par exemple. Et les informaticiens, ils disaient, oh là là, mais c'est hyper intéressant parce que nous, on nous donne des tas de données de santé, puisque vous savez, maintenant, voilà, on recueille énormément de données de santé, et nous, et aussi dans ces techniques non médicamenteuses, il va falloir les analyser pour en tirer des conclusions sur la valeur, l'efficacité, etc. Donc, c'est vraiment cette transversalité qui est aussi émerge beaucoup aujourd'hui. On a beaucoup fonctionné en silo et là, on est en train d'émerger, alors pas que dans le domaine de la santé, hein, on l'observe dans plein d'autres domaines de la société où on se rend compte qu'effectivement, les choses sont peut-être beaucoup plus complexes et nécessitent cette transversalité des savoirs, des connaissances et d'harmoniser aussi les termes. C'est ce que disent les informaticiens. Ils disent, ah ben oui, parce que vous employez des termes que nous, on ne connaît pas. Et pourtant, on travaille aussi sur des données de santé. Donc, il y a vraiment un gros travail là qui se fait. Alors, évidemment, ça ne se voit pas encore beaucoup. Ça ne fait pas la une de TF1, malheureusement, mais on peut vous témoigner puisqu'on participe à ces actions au niveau national et transversal, que ça bouge beaucoup. Alors, ça va petit à petit être plus visible et donc plus accessible. Mais vraiment, il y a une prise de conscience de cette nécessité de dialogue, et donc transversal, puisque chacun a une vision. On a chacun une paire de lunettes différentes, en fait. Hein. Et on voit tous le problème. Le politique ne voit pas la même chose que le soignant ou que le patient. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je pense, intéressant. En tout cas, encourageant pour nous. 2 minutes pour conclure, si vous le souhaitez. Oui, alors peut-être juste un dernier petit mot avant de conclure sur le fait que ces centres de santé intégrative, cette notion de santé intégrative est née aux États-Unis il y a 40 ans. Elle est mise en application aussi en Suisse, en Allemagne, enfin vous le savez peut-être certainement. Donc la France est un petit peu en retard dans cette mise en dans cette mise en place. Voilà. Mais c'est pas aussi, si on réfléchit, c'est pas quelque chose de nouveau depuis l'Antiquité, cette prise en charge globale de l'être humain. Alors c'est peut-être ma conclusion que je vais utiliser. Cette prise en charge globale, c'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié dans notre société industrialisée. On a besoin aussi de se reconnecter à la nature, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, de se poser et de prendre le temps. Et de pas forcément de courir toujours après une technologie, une solution. Si on se reconnecte à soi-même, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, ça sera ma conclusion de cette reconnexion à soi-même, de prendre le temps d'être en contact avec la nature, d'utiliser toutes ses capacités internes, travailler sur ses déterminants de santé, activité physique, nutrition, voilà, cet ensemble. Et vous avez la capacité de le faire. Donc, posons-nous un petit peu pour tout simplement une meilleure santé. Et cette approche de santé intégrative, c'est une approche qui va nous permettre d'accéder à une santé plus humaine, plus durable aussi, et accessible à tous. Alors moi, je vais vous dire un petit peu, je vais rejoindre un peu ce que dit Béatrice et qui a été mon parcours. Quand je me suis retrouvée comme ça, du jour au lendemain, à ne plus être ce qui était ma passion, mon métier, aider les gens. Je pense qu'il faut que vous preniez, qu'un patient prenne le temps de se poser 2 minutes et
de se dire, voilà, je ne pense plus qu'à ma douleur, elle envahit ma vie. Moi, je suis contre les échelles de douleur. On ne peut pas dire j'ai mal à 3 ou j'ai mal à 8. Et moi, j'ai toujours dit, non, je ne vous réponds pas comme ça. Je vous dis qu'aujourd'hui, ben, j'ai du mal à monter les escaliers à la maison, que j'ai un périmètre de marche à 500 mètres. Et demain, je veux peut-être vous dire que je suis montée ce matin en me levant les escaliers sans problème. Il faut que vous fassiez votre auto-bilan. Il faut se dire que on ne va pas supprimer, on ne va pas arriver à 0 médicament, parce que la plupart des douleurs, malheureusement, si on y arrivait, ben, on n'en souffrirait pas de la douleur, hein, si on n'avait pas besoin de médicaments. Et se dire... Mais il faut se dire, voilà, je vais me saupoudrer. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'à ça. À quoi j'aurais aimé penser? Alors, ben, moi, j'ai essayé de penser aux autres, voilà, machin. Et puis, je me suis dit un jour, ben, j'aurais bien aimé faire de la peinture, et donc je fais de l'art-thérapie aussi. Il y a des jours où j'ai envie de faire de la peinture, il y a des jours où j'ai envie de faire un peu d'hypnose. Je me saupoudre tous les jours d'un peu quelque chose. J'ai un fond, une base de médicaments. Je ne suis pas la patiente idéale, hein, parce que tout le collège de confrères qui s'occupent de moi ne voulait pas que j'arrête le Rivotril. C'est un médicament à prescription limitée 12 semaines. Je l'ai pris depuis 2014. Je l'ai arrêté. J'ai eu un rebond de la douleur. Je me suis dit, je vais tenir, je vais faire autre chose. Donc, je me suis remis à peindre. Voilà. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se faire des illusions. Il ne faut pas qu'on se dise, ouais, je vais refaire un semi-marathon. Non, ce n'est pas possible. Mais un jour, je me saupoudre de ça. Je l'ai essayé. Ça me convient, ça ne me convient pas. Je l'ai essayé. Le FT, ça ne me convenait pas pour entrer en hypnose. Mais le brain spotting et l'hypnose, ça me convient. Voilà. Prenez le temps de voir ce que vous aimeriez avoir, faire, et axez-vous là-dessus. Essayez de penser qu'à ça plutôt que de penser qu'à la douleur. Merci. Écoute, je pense qu'on a de nouveau un peu ce balancement entre l'individuel et le collectif, entre le général et le particulier. On a eu plein d'informations, plein de choses. À vous de trier, voir ce qui vous convient. Beaucoup de retours positifs. Alors, je vois dans les sourires et puis les acquiescements dans la salle, mais aussi sur la fenêtre. Bravo aux 4 intervenants pour leur discours, leur ouverture d'esprit. Ça fait beaucoup de bien, plein de retours très positifs en direct à chaud. Donc, merci à tous. Et du coup, en distanciel, on va vous dire au revoir, bon déjeuner, bonne réflexion. Et nous, en présentiel, on termine cet après-midi par une mise en pratique et on continue les échanges. Bonne journée à tous et vous aurez accès, bien sûr, au replay pour tous. À bientôt, au revoir.